Collègues, il est 10 heures tapant. Je constate que nous avons quorum. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Très heureux de vous retrouver ce mardi matin. Comme vous le savez, la Commission des finances publiques est aujourd'hui réunie afin de poursuivre et de terminer les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 100, loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail, requérant une coordination nationale, notamment dans les secteurs publics et parapublic. Monsieur le secrétaire, bonjour. Y aurait-il des remplacements ce matin? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Beauchemin, Marguerite Bourgeois est remplacée par Mme Caron-Lapinière. Alors, nos collègues ne savent pas ce qu'il manque en étant pas avec nous, mais tant pis pour eux. Nous commençons ce matin en ayant l'honneur de recevoir des représentants de la Centrale des syndicats du Québec. Alors, Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. Vous savez que vous disposez de 10 minutes afin de faire votre présentation. Merci. Donc, je suis accompagné, Éric Gingras, président de la Centrale, accompagné de Richard Bergevin, président de la FSE, Anne-Marie Belrose, président de la FIPEC et Denis Curotte, conseiller à la CSQ. Donc, merci beaucoup. Saluer tout le monde du même coup. Écoutez, merci de l'opportunité qu'on a là, pour présenter notre analyse du projet de loi 100. C'est pertinent de revoir l'encadrement, le régime, étant donné que, notamment, en 1985, beaucoup d'organisations syndicales s'étaient montrées vigoureusement contre, à ce moment-là, cette mouture. On reconnaît que le projet de loi apporte des améliorations au régime de négociation en place. Il vient, entre autres, actualiser des pratiques ignorées par le régime. On salue aussi le fait que le palier intersectoriel soit introduit, chose qui n'était pas le cas. Il y a d'autres éléments positifs, le fait que la médiation ne soit plus un passage obligé pour acquérir le droit de grève, mais bien utilisé à bon escient. On salue le fait aussi que le gouvernement ait renoncé à forcer la fusion des unités d'accréditation dans le réseau de la santé, et ça, bien content, un message aussi de nos collègues de la santé à la FSQ. Par ailleurs, le projet de loi soulève quand même de nombreuses questions et inquiétudes. De notre point de vue, le projet de loi, en sa forme actuelle, vient principalement là, répondre à différentes préoccupations patronales du gouvernement par rapport aux négociations. Alors, ce qu'on aimerait, c'est vraiment que nos préoccupations, de l'ensemble des partis, les préoccupations, bien sûr, de la partie syndicale, soient considérées, notamment notre inquiétude quant à la disparition complète des matières locales ou régionales, plus spécifiquement chez nos collègues représentés par le personnel enseignant du réseau scolaire. D'ailleurs, le président de la FSE fera un petit bout tout de suite après moi là-dessus. Plus globalement, on souhaitera que le passage du régime de négociation encadré par loi 37 à un autre régime se fasse dans le respect des conditions de travail qui ont été négociées localement. En ce sens, on proposera différents amendements au projet de loi. On va aussi s'interroger également sur le renforcement du rôle du Conseil du Trésor sur l'ensemble du processus de négociation à certains égards, dans la négociation avec le secteur public, mais aussi celle avec les CPE. La présidente, d'ailleurs, de la FIPEC que j'ai présentée en introduction vous fera notamment part des inquiétudes parce qu'il y a des éléments qui, pour nous, sont à éclaircir dans le projet de loi en lien avec les CPE. On propose, en plus, une quinzaine de modifications au projet de loi pour améliorer le contenu et s'assurer qu'il tienne aussi en compte nos préoccupations, les préoccupations syndicales, mais les préoccupations de la CSQ et de ses affiliés, et notamment certaines recommandations que nous formulons. Quelques-unes que je veux sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, que les matières soient négociées au palier que les matières négociées au palier intersectoriel soient convenues entre les parties plutôt que déterminées unilatéralement par le gouvernement. Autre élément, on aimerait que les disparités régionales continuent d'être négociées au palier intersectoriel. Puis, bien sûr, en regardant encore plus loin, bien, si on voit les assurances, on peut se dire aussi que des éléments comme les vacances aussi pourraient l'être. On aimerait aussi que le projet de loi soit en mesure là, de vraiment refléter notamment une capacité de réduire le temps de négociation, notamment avec des dépôts simultanés. Et finalement, il y a des éléments, il y en a 8, en lien avec des recommandations pour conserver la négociation locale et des ententes particulières, je l'ai dit, nombre de 8, et il y en a quelques-unes de nos collègues de la FSE dont mon collègue Richard va vous faire part. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
La FSE adhère à plusieurs orientations contenues dans le projet de loi 100, comme le disait mon collègue M. Gingras. Mais elle s'oppose catégoriquement à la centralisation complète des objets de négociation locale. Ces négociations locales permettent depuis plus de 40 ans aux syndicats affiliés à la FSE d'échanger avec 50 centres de services scolaires et de trouver des solutions adaptées à leur réalité. Pour la FSE, mettre fin à la négociation des matières locales est un non-sens. D'ailleurs, qu'est-ce qui est plus complexe? Avoir une équipe dans chacune des 50 régions qui négocient chacune leur texte adapté à leur réalité ou une équipe à Québec qui négocie un texte national qui doit être appliqué dans les régions par les 50 équipes? Pour la FSE, la réponse est claire, certaines matières locales doivent être maintenues. La dernière ronde de négociation a été teintée par une forte volonté patronale sectorielle de centraliser plusieurs éléments qui relèvent pourtant du palier local. Ainsi, suivant l'insistance de la partie patronale, la date butoir du 8 août a été établie dans l'entente nationale pour la procédure d'affectation des enseignants. Pourtant, malgré les propos empreints d'optimisme de la part du ministre de l'Éducation, sur le terrain, cette centralisation rate la cible. Certes, l'évolution du tableau de bord du ministre de l'Éducation s'observe en temps réel à partir du 8 août, mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant dans nos classes en début d'année. Cette mesure génère beaucoup d'insatisfaction et, dans le contexte de la pénurie d'enseignants, il nous semble nécessaire de trouver des solutions adaptées aux réalités des régions. Pour bien comprendre l'impact des dérives que peut amener une telle centralisation, voici un exemple bien concret. Une enseignante régulière de préscolaire depuis 15 ans pourrait être en surplus de personnel au moment de la procédure d'affectation parce que le nombre d'inscriptions des enfants est insuffisant. Elle est tenue de choisir un poste au primaire dans une autre école. Or, des inscriptions tardives, ce qu'on voit assez régulièrement quand même au préscolaire, s'ajoutent et un poste doit être ouvert après le 8 août. Comme tout enseignant régulier et qualifié, la prof a déjà choisi son poste. Elle ne peut donc pas reprendre sa classe de l'année précédente. Fort probablement, une enseignante non légalement qualifiée sera donc embauchée. Pour la stabilité, on repassera. Il faut aussi considérer que l'exercice de négociation à laquelle le projet de loi 100 pourrait nous convier constitue ni plus ni moins que la fusion de 50 conventions collectives pour la FSE seulement, contenant 30 sujets pour chacun des secteurs, soit la formation professionnelle, l'éducation des adultes et le secteur des jeunes. De plus, gardons en tête que les prochaines négociations ne se résumeront pas uniquement à l'intégration nationale des matières locales. Les problèmes liés à la tâche et à la composition de la classe sont toujours bien présents dans nos écoles. Il est donc évident que le projet de loi 100 augmentera significativement la durée des prochaines négociations nationales, sans compter que la complexité d'application des textes nationaux à l'échelle locale ne sera pas une mince tâche. Nous pensons donc qu'une intervention plus ciblée dans le projet de loi 100 permettrait de rapatrier certaines matières locales au palier national, tout en conservant les matières locales qui méritent d'être négociées au local en bonne et due forme. Ainsi, nous nous montrons disposés à discuter du contenu de cette nouvelle liste avec la présidente du Conseil du Trésor avant l'adoption du projet de loi 100. Nous croyons que plusieurs propositions de changement sont judicieusement amenées par le gouvernement, mais que l'abolition complète de la négociation des matières locales élimine malheureusement une structure qui fonctionne bien et qui simplifie grandement les négociations nationales. Plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, assurons-nous que le changement n'ait pas l'effet inverse, soit celui de complexifier les relations de travail et d'engendrer plus de confrontation que de concertation. De notre côté, la FIPEC est ici aujourd'hui pour vous faire part de nos préoccupations à l'égard des dispositions prévues au chapitre 6 du projet de loi 100 et vous soumettre 2 propositions de modification à celui-ci qui ont pour objectif de s'assurer du respect de notre régime de négociation dans les CPE. En fait, le modèle de négociation dans les CPE repose sur le régime général de négociation du Code du travail. Chaque CPE est un employeur au sens du Code du travail. Chaque syndicat négocie directement la convention collective avec chaque employeur pour lequel ou lesquels il a été accrédité. Le gouvernement n'est pas l'État employeur dans le régime de négociation des CPE. Certains employeurs et certaines unités d'accréditation font le choix de négocier de manière regroupée. Une partie de la négociation reste au niveau local de chaque CPE, mais une table nationale et une table regroupée sont aussi mises en place. Le regroupement d'employeurs, la FIPEC-CSQ et le gouvernement choisissent de négocier certaines matières en établissant un protocole de négociation convenu entre les parties.
On y détermine, entre autres, les matières qui seront négociées à chacune des tables qui ont choisi de négocier de façon regroupée. Nous souhaitons que le projet de loi établisse clairement qu'un employeur visé par l'article 61 de celui-ci et la partie syndicale représentant le personnel de cet employeur ne soit aucunement obligé de négocier de manière regroupée. Nous demandons également que le projet de loi soit modifié afin de prévoir que ce sont les parties qui décident des matières qui seront négociées à chacun des paliers et non le gouvernement qui décide unilatéralement de cela. Alors, en conclusion, en plus de vous remercier de l'écoute, on vous rappelle que les propositions qu'on met de l'avant, même celles, entre autres, de simplifier l'envoi des avis de grève pour que l'exercice de celle-ci soit davantage au diapason de ce qui se passe aux tables, c'est dans le but d'avoir une négociation plus rapide au profit des membres qui sont dans cette négociation-là et d'avoir cet équilibre-là entre la partie patronale, le Conseil du Trésor et les organisations syndicales. Merci. Alors, merci à vous quatre. Madame la présidente du Conseil du Trésor, vous disposez de 16 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, plusieurs secteurs, plusieurs directions. Je dois dire que votre mémoire est quand même assez claire et les différentes recommandations, il y en a 14, je pense, sont quand même bien ciblées. Et on a eu l'occasion, je l'ai dit là, à vos collègues des autres syndicats du Front commun, à titre d'exemple, on a eu l'occasion, lors de la dernière négociation, non seulement de négocier, mais de discuter de façon plus largement de ce qui pouvait peut-être, pas précisément comment faire un projet de loi, mais de certains enjeux qui étaient peut-être plus difficiles dans la structure de négociation et non pas sur les sujets négociés. Je vais peut-être y aller d'une façon beaucoup plus précise, puis par après ça, on pourra voir. Il y a des petits points d'éclaircissement pour les CPE. J'aimerais peut-être comprendre de façon beaucoup plus précise qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez, ou qui vous donne l'impression dans le projet de loi que vous aurez l'obligation de vous regrouper. Ce n'est pas du tout l'intention du projet de loi, mais qu'est-ce qui vous donne cette impression-là que vous devrez vous regrouper? En fait, avec la mention que le gouvernement va s'occuper des 4 sujets, donc le salaire, l'assurance, le régime de retraite et les droits parentaux, c'est l'inquiétude que si un CPE, par exemple, décide, et c'est le cas actuellement, de ne pas faire partie de la table nationale, il devra se faire imposer le salaire, par exemple, à la fin du règlement. Pour l'instant, un employeur pourrait décider, selon ses moyens financiers à lui qui lui appartiennent, des primes qu'il souhaiterait donner. On le voit dans certains endroits. Donc, on veut s'assurer de l'unicité de chacun de nos milieux, chacun leur couleur. Il y en a qui sont en entreprise, il y en a qui sont dans d'autres endroits. Donc, ils ont des particularités et on veut s'assurer que l'employeur et le syndicat local vont pouvoir discuter de ces matières-là. Oui. OK. Donc, c'est plutôt l'organisation du gouvernement qui vous fait penser que de l'autre côté, la conséquence serait de vous regrouper. Oui, bien en fait, on le vit parce actuellement. Il n'y a pas d'article particulier qui parle de vous regrouper. Là, on touche pas aux structures syndicales. Puis, juste comprendre, c'est vraiment le fait du gouvernement que lui s'organise différemment ou s'organise pour des sujets qui touchent l'ensemble. Parce que, avec beaucoup de déférence et de respect, finalement, c'est jamais avec les propres moyens de personne. Là. La facture finit toujours par être filée au gouvernement au final et à l'ensemble des citoyens. Mais ceci étant dit, c'est vraiment cette impression-là qui découle du gouvernement qui veut se réorganiser dans sa façon de faire, plutôt qu'un article particulier qui parle d'un regroupement. C'est ce que je comprends? Et vous voudriez que ça soit éclairci? Bien, absolument. Je pense que ce que ma collègue disait, c'est que vous y allez globalement. Et il n'y a rien qui nous dit le contraire. Parfait. Alors, ça pourrait vouloir dire une autre présidence du Conseil du Trésor avec d'autres idées, que les personnes qui l'ont écrit arrivent avec cette idée-là, et là, ça obligerait à ce moment-là un regroupement. Et ce qu'on aimerait, c'est voir quelque chose qui nous dit que c'est pas ça. OK, parfait. Donc, je comprends que c'est pas dit clairement que vous devrez vous regrouper, mais ce que vous me dites, c'est que c'est pas dit clairement le contraire. Donc, votre crainte, c'est que ça soit la conséquence qui découle de cette réorganisation-là. Parfait. C'était juste pour... On est dans une phase où ce que je veux, c'est éclaircir ce que vous en pensez. Après ça, on pourra prendre nos décisions en conséquence de tout ça. Mais je pense que c'est important de bien comprendre.
Matière locale. On va prendre les termes actuels. On va peut-être laisser faire les termes du projet de loi. Je comprends qu'il peut y avoir de la confusion entre entente locale, arrangements locaux, etc., etc. Mais reprenons ça à haut niveau. Il y a toujours moyen de perfectionner le projet de loi pour éviter la confusion dans les termes. Mais on comprend bien, là, d'autres groupes sont venus nous donner la même impression de dire que, bon, peut-être le terme arrangement local, etc., versus ce qui existe déjà. Ce point-là est bien compris, donc on pourra voir. Mais prenons ces termes-là pour l'instant pour bien se comprendre. Il y a des matières dans les 20 quelques, là, ça varie d'un secteur à l'autre, 25, 26, 28, fait que, disons, une vingtaine pour se comprendre. Il y a des matières qui sont clairement des matières qui ne seront jamais d'intérêt sectoriel. Je vais prendre les casiers. On les a nommés. C'est pas parce que je veux dénigrer les casiers, mais on va se comprendre que, bien que ça soit important pour le quotidien d'un travailleur, et je le dénigre pas, c'est pas une matière qui va, je pense, soulever un intérêt national. En tout cas, je n'ai pas de boule de cristal pour le futur, mais on se comprend. Vous avez dit certaines matières locales. Pouvez-vous me faire la liste des matières locales que vous pensez qui ne pourraient pas être d'intérêt national? Moi, je vous dis que la séance d'affectation, on ne pouvait pas penser un jour que ça pouvait être d'intérêt national. Elle est devenue d'intérêt national dans la dernière négociation. L'idée n'est pas de structurer la mécanique particulière des listes de rappel ou des séances d'affectation. L'idée était de mettre une balise nationale pour dire la séance devra se terminer à telle date. Je pense que c'est le 8 août qu'on a déterminé dans cette séance-ci. On aurait pu dire la mi-août, on aurait pu dire la mi-juillet. Là, je ne reviens pas sur la négo. Ce que je veux dire, c'est que l'idée derrière tout ça était de dire à une date X, à travers le Québec, les parents, les enseignants et les étudiants seront à même de connaître la classe qu'ils auront ou l'enseignant qu'ils auront. C'était ça l'idée, et non pas d'entrer dans le détail de la mécanique locale. Et on prévoit encore que ce soit possible de le faire. Mais quelles sont pour vous les matières, parce que vous avez parlé de certaines matières locales, outre les casiers qui sont pour moi d'une évidence éclatante, quelles sont les matières locales qui, à votre sens, ne pourraient pas faire partie l'objet d'une balise, et non pas d'un règlement détaillé, mais d'une balise nationale, qui va être négociée avec votre syndicat, là, on se rappelle. Oui. Bien, présentement, en fait, de ramener certaines de ces matières-là au niveau national, oui, ça pourrait engendrer de la complexité. Ce qu'on souhaite, c'est si vous avez le choix de modifier le projet de loi, on prendrait le temps avec vous de regarder l'ensemble des dossiers. Mais l'affectation, c'est un excellent exemple parce que en mettant la balise du 8 août, on a obligé les organisations à régler l'affectation avant le 8 août. Ça a eu un effet ça a mis un peu de pression sur les organisations, mais cet enjeu-là n'était pas si grave que ça. Et d'ailleurs, on a accepté dans la dernière entente. Le problème, c'est qu'on a demandé d'avoir la possibilité de faire une entente particulière ou un arrangement particulier sur cette date-là, parce qu'il y a d'autres mécaniques qui continuent après le 8 août, sur lesquelles les centres de services scolaires ont complètement bloqué les 4 roues puis empêché les mécaniques de retour. J'en faisais allusion tout à l'heure dans mon allocution. La personne qui a un droit de retour à l'école d'origine n'a pas pu l'utiliser parce que le 8 août a été bloqué comme étant la ligne complètement arrêtée. Alors, si on avait eu la souplesse d'aller un peu plus loin, ça aurait pu, pour avoir la souplesse de continuer la mécanique sans rendre tous les milieux... sans rendre les mouvements très grands, mais il y a quelques mouvements qui sont possibles et qui, là, présentement, bien, on est pris avec ça. Alors, d'avoir la négociation au niveau local de cette matière-là permet aux milieux de s'approprier leur réalité puis être capable de les gérer correctement. Il peut y avoir une balise du 8 août au niveau national, mais il ne faut pas rentrer dans la mécanique, et on est rentré dans la mécanique en obligeant les processus à être complètement terminés le 8 août. On est capable de faire mieux que ce qui a été fait la dernière fois avec le 8 août. Donc, on souhaite maintenir ça au niveau local parce que les milieux, les centres de services scolaires et les syndicats locaux sont les mieux placés pour être capables d'établir les mécaniques et être capables de bien rendre compte des processus. Okay. Mais, on pourrait discuter longtemps de ce qui a été négocié, de l'effet sur le terrain de ce qui a été négocié et la beauté d'une négociation et d'une matière locale qui deviendrait une matière nationale ou sectorielle, mais on se comprend, je vais dire nationale parce qu'il y a deux tables, mais on est quand même à un niveau national dans les deux tables.
mais même si elle est sectorielle, c'est qu'à chaque fin de convention collective, on peut apprendre de la dernière négociation. Et ce que vous dites là pourra faire l'objet de la prochaine négociation et de dire, peut-être, je ne le stipule pas comme étant un fait avéré, mais j'émets une hypothèse, bien peut-être, gouvernement, vous avez été trop strict dans la date du 8 août et de ne pas permettre certaines balises. Et ceci, là, je ne veux pas que ça ressorte comme une admission de ma part dans la prochaine négociation. Ce n'est qu'un exemple pour fin d'enregistrement, pour discuter. On se comprend? Donc, théoriquement, on pourrait arriver à la prochaine négociation, si le projet de loi est adopté, de dire, bien, regardez, la dernière fois, vous avez mis une balise du 8 août, il y a certains arrangements comme de mécanique de fonctionnement qui sont restés au local et qui vont rester au local par le biais des arrangements locaux. On verra le nom que ça portera, là, mais on se comprend, là. Par le biais d'arrangements ou de discussions locales, je vais le dire comme ça. Mais dans la balise nationale, vous avez été trop strict et ça nous a un peu empêché de faire les adaptations optimales, je vais dire comme ça. Et c'est ça la beauté des matières qui vont être ramenées. Naturellement, vous gagnez également le droit de grève là-dessus, donc on se comprend qu'il y a une contrepartie. Mais celle-là n'est pas pour moi un bel exemple parce qu'il y a possibilité de faire des balises nationales. Est-ce que la balise qui a été faite est parfaite? On peut en discuter. Je veux comprendre de votre langage, puis vous connaissez bien votre réseau. Et nommez-moi des matières locales, à part les casiers, qui, quant à vous, ne pourraient pas faire l'objet jamais de balises nationales. Mais il y a une différence entre dire qu'on veut qu'il y ait des balises nationales et qu'elles soient négociées au national. C'est très différent comme concept. Puis les matières locales, pour nous, c'est important qu'elles restent négociées au local parce qu'il y a des différences entre les milieux. Je viens du milieu de l'Estrie où Sherbrooke, milieu urbain, les Hauts-Cantons, une zone plus rurale. À Sherbrooke, on pensait avoir trouvé la liste de priorités la meilleure au monde, là, qui pouvait s'appliquer partout puis qui serait désirée par tout le monde. Et pourtant, quand on est arrivé à négocier dans les Hauts-Cantons, autant les profs que la commission scolaire, dans le temps c'était la commission scolaire, ne souhaitaient pas prendre cette liste de priorités-là parce que ça réduisait beaucoup l'administration, ça permettait de la mobilité de la part des gens, mais quand on est dans un milieu rural où les écoles sont loin les unes des autres, la mobilité, c'est pas souhaité. C'était des listes de priorités qui étaient adaptées au milieu dans lequel elles s'appliquaient. Et donc, il y avait personne qui était lésé par ça, et les patrons et les employés souhaitaient maintenir chacun leur liste différenciée. Si on fait une seule façon de faire à la grandeur du Québec, et qu'on établit des matières qui sont négociées au niveau national. Parce que vous nous dites que oui, mais la mécanique va rester dans les arrangements locaux. Mais ce que l'on lit présentement dans la loi, c'est qu'on va tout rapatrier au national. Même si vous nous dites qu'on va le faire à la pièce, on va avoir des problèmes parce qu'on ne sera pas capable de négocier des matières un peu plus tard. On va se retrouver avec des textes qui vont être désuets dans notre convention collective. Alors, il y a présentement dans la mécanique de la loi, là, OK, ça ne fonctionne pas pour nous. Ça ne permettra pas d'établir, de maintenir des matières locales qui sont adaptées. Et j'ajouterais, si vous me permettez... C'est vraiment pour avoir votre opinion? Bien, c'est ça. Mais j'ajouterais en même temps que, bon, on le dit, hein, de façon historique, du côté de nos collègues enseignants, il y a une longue lignée de négociations et d'ententes locales. Et je pense que l'idée, c'est de garder certaines matières, comme mon collègue président de la FSE vient de le nommer. Mais je prends l'exemple de vos casiers. Et c'est la fin de l'intervention de M. Bergevin. Même les casiers, de la façon que c'est écrit le texte, là, le texte n'existerait plus. Et il faudrait le négocier nationalement en premier, puis après ça, vous l'arrangerez. Ça, pour nous, c'est un des problèmes. Et au-delà de la FSE, on sait qu'à la CSQ, on représente des gens en éducation, en santé. On l'a nommé aussi à la petite enfance. Et dans les autres secteurs, avec les autres catégories d'emploi, on voit bien la montée au niveau national des matières locales, parce que l'historique n'est pas la même, mais on aimerait ça, y voir aussi la possibilité qu'il y ait des arrangements locaux quand même là-dessus. Parce que il y en a, qu'on soit personnel de soutien, qu'on soit professionnel, qu'on soit au collégial, qu'on soit ailleurs, bien, ça reste que des fois, il y a des arrangements qui sont nécessaires sur des matières qui étaient locales, qui deviendraient nationales. Donc, on voit vraiment là, que dans l'un ou l'autre des cas, il y a quand même des balises à mettre de l'avant. Puis du côté des profs, je pense qu'il y a des matières locales où on dit il y a une historique, il y a une réalité,
qui existait avant et qui doit continuer à exister? Bien, moi, j'y vois deux niveaux. Il y a le niveau de la pérennité de certaines choses. Je pense que c'est votre recommandation 8 dans la transition, etc. Je serais portée à vous dire que quand on veut moderniser les choses, à un moment donné, il faut aussi bousculer un peu l'histoire pour avancer. Mais ceci étant dit, je comprends que un de vos commentaires, c'est la recommandation 8, la transition et prévoir une certaine stabilité. Je vais le dire comme ça. Je n'oserais pas dire statu quo, même si c'est un peu ça qui sonne à mes oreilles. Mais je vais le traduire en stabilité, compte tenu de l'historique. Puis je pense que c'est plus... Je vois que vous opinez du bonnet, donc c'est plus, c'est plus le terme que vous préconisez. Et de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des balises nationales. Puis avec beaucoup d'égards, je ne pense pas qu'on puisse établir des balises nationales au niveau local, mais je comprends très bien votre point de vue. L'idée, c'était de mieux le comprendre. Rapidement, parce qu'il reste peu de temps. Ah, il vous reste quand même un bon 2 minutes, cher collègue. En 2 minutes, je vais vous parler des dépôts patronales. Je suis une qui, malgré les apparences, parce que des fois, on est forcé et on est entraîné dans le débat public et j'oserais pas lancer le défi de voir si c'est moi qui faisais toujours les premières déclarations. Je serais portée à dire non. Mais je suis partisane de ne pas négocier sur la place publique et vous le savez très bien, quand on a eu des engagements fermes de ne pas le faire, on a réussi à ne pas le faire. Mais malheureusement, et de façon spontanée parfois, le débat a tendance à venir sur la place publique des deux côtés de la clôture, je vais le dire comme ça. Et pour moi, c'est une question de transparence, de pouvoir dire, bien, à un moment donné, si les syndicats sont pour commenter le dépôt patronal, dire que c'est pas assez, c'est trop, c'est pas bien, c'est mal fait, puis quand je dis ça, c'est pas avec de l'ironie, là. Vous avez le droit à vos commentaires, c'est le propre de la négociation. Bien, au minimum, le gouvernement devrait avoir l'opportunité de dire, bien, regardez, et là, je parle pas de faire un TikTok ou de présenter ça sur les réseaux sociaux, je parle d'une publication, et on pourra le préciser, le cas échéant, en bonne et due forme, sans commentaire, sur un site neutre, exemple, le site du Conseil du Trésor, de dire, voici, si vous voulez vous y référer, le dépôt est là. Avez-vous une objection de principe au dépôt, parce que présentement, il est permis, il est régi par le Code du travail, la négociation de bonne foi, ou c'est le fait d'un délai de 5 jours que vous trouvez trop court? Juste rapidement, là, il ne reste pas tant de temps, mais j'aimerais que vous ayez avoir votre réponse. De l'avoir inscrit de cette façon-là, qui crée un encadrement, la réalité, là, c'est que des dépôts, il y en a de toutes sortes. Je ne vais pas revenir sur différentes négociations, mais des fois, c'est le dépôt ultime, le dernier dépôt, le dépôt global retour de... Et à un moment donné, ça devient une décision politique de l'écrire comme ça, et donc de le déposer, ça devient à ce moment-là aussi une décision politique. Et alors que, lorsque vous parlez d'échanger dans l'espace public, on est de l'ordre de la négociation. OK. Merci. C'est bien compris. Alors, merci. Je cède maintenant la parole au député de l'Acadie, qui dispose d'un temps allongé, étant donné que vous êtes le seul groupe de l'opposition présent. Merci, M. le Président. M. Gingras, M. Bergevin, Mme Belle-Rose et M. Curotte, bonjour. Merci d'être là. Merci également pour votre mémoire. En fait, moi, j'aimerais qu'on continue avec ce que Mme la ministre vous posait finalement comme dernière question, parce que cet article-là a fait couler beaucoup d'encre et on a eu beaucoup d'interventions avec un peu tous les groupes, là. Puis la partie gouvernementale, quand elle en a parlé, parlait de transparence. Bon, pas contre la transparence, bien sûr, mais négocier sur la place publique, c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit pour négocier, on s'entend là-dessus. Puis il y a aussi un jeu politique qui peut rentrer là-dedans. Alors moi, j'aimerais ça vous entendre, parce que je comprends que vous, là, dans votre mémoire, vous voulez que cet article-là soit enlevé complètement. Et s'il ne l'était pas, quels seraient les plus grands enjeux auxquels vous auriez à faire face? Est-ce qu'il y aurait lieu de le modifier si jamais le gouvernement voulait le laisser là? Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, écoutez, j'ai déjà répondu en partie à Mme la ministre, mais je vais continuer parce que le dépôt ou des dépôts de futures propositions ou de règlements est aussi un geste politique, est aussi un geste de négociation. Donc, en faisant ça, on se permet justement de pouvoir, à un certain moment donné, de mentionner, voilà, nous avons déposé
cette entente ultime, puis là, les termes qu'on utilise, ce dépôt global. Et on a bien vu bien souvent que du côté syndical, on répond, ben non, nous ne répondrons pas, nous ne considérons pas ça comme un dépôt, il s'agit de reprendre essentiellement celui d'avant. On a même vu dans des négos du passé un nouveau dépôt qui reprenait finalement essentiellement celui précédent et qui venait déplier des éléments dans celui qui disait que ce sera fait ultérieurement. Donc, on y perd notre latin, c'est pas comme si je l'avais avant, là, mais on perd quand même on perd quand même le fil et on pense que cet élément-là vient pas moderniser, il vient pas donner plus que simplement donner une autre option de positionnement aussi dans l'espace public, parce que de le rendre public, ça dit ce que ça a à dire. Alors que, bien oui, effectivement, des fois, ça se transporte dans l'espace public, des fois un peu moins que d'autres. Il y a des moments où il y en a plus que d'autres, mais ça, je pense que c'est le propre d'être en 2025. Mais après ça, le propre du dépôt en bonne et due forme, je pense que c'est autre chose. Merci. Voulez-vous rajouter? Non, ça va? Parfait. Merci beaucoup. Merci bien, c'était clair. J'aimerais qu'on revienne avec votre recommandation 2, s'il vous plaît, dans votre mémoire, à la page 9. En fait, je comprends que ce que vous suggérez, c'est que ce soit les partis, pas juste la partie patronale, qui puissent négocier et dialoguer sur, évidemment, les matières qui seront négociées. Est-ce que je vous comprends bien? Bien, absolument. Regardez, j'ai à côté de moi notamment mes collègues enseignants là, qui sont dans le régime de négociation du secteur public, un peu différent du côté de la FPEC, on le nommait tantôt, mais c'est vrai avec nos collègues des autres fédérations, qu'ils soient personnels de soutien, qu'ils soient professionnels. Nous, on s'arbitre et on discute pour se coordonner. Alors, il s'avère qu'un régime de négociation devrait prendre les deux parties et trouver cet équilibre-là. Là, ce qu'on dit, c'est la partie patronale, elle décide. Je comprends, la partie patronale doit se coordonner, donc elle discute avec les différents ministères pour se coordonner, puis dit, bien, nous allons discuter de tel point, tel point, tel point, l'intersectoriel. Ça leur appartient. Mais nous le faisons aussi. Donc, il faut être en mesure, en quelque part, de s'asseoir, puis de dire, bien, voyons, nous avons évalué que pour la prochaine ronde de négociation, bien, nous voulons, parce qu'il y a une volonté chez les profs, parce qu'il y a une volonté chez le personnel de soutien, parce qu'il y a une volonté ailleurs, mes collègues du collégial, d'avoir justement des matières à l'intersectoriel, et c'est ça qui est transposé dans cette recommandation 2. En fait, si je vous comprends bien, et corrigez-moi si je fais erreur, mais vous êtes à la recherche finalement d'un équilibre. Parce qu'au fond, ce que vous dites, puis c'est un peu normal de la part des ministères et du gouvernement, ils vont se coordonner, n'est-ce pas? Même chose avec les cégeps. Mais ce que vous nous dites, c'est vous, de votre côté, vous faites au fond le même exercice. Et je comprends que vous y voyez, corrigez-moi si je fais erreur, vous y voyez peut-être un avantage qui pourrait même accélérer le processus si vous pouviez avoir une table où vous pourriez au moins discuter de ces matières-là. Absolument. Même au préalable, hein, le but, on le dit, pour nos membres qu'on représente, c'est d'avoir une négociation qui se passe le plus rapidement possible. Et il y a des mécanismes pour le faire. On a dit dès le départ, dans l'introduction, c'était d'ailleurs ce que je disais, qu'on a vu à travers le projet de loi que c'était aussi une façon d'organiser le gouvernement dans la ronde de négociation. On le conçoit, on le reconnaît, mais en même temps, il faut laisser la place aux organisations. Là, j'ai nommé la CSQ, mais si on est en front commun, si on est avec d'autres organisations, bon, on doit aussi se coordonner, et ça permet de le faire avec notre recommandation 2. Merci. J'ai aussi une question de précision pour votre collègue qui représente les CPE, parce que vous avez souligné que vous aviez cette crainte, et vous en avez parlé avec Mme la ministre, à l'effet que, puisqu'à l'article 19, on mentionne que le Conseil du Trésor va négocier les salaires et les échelles de salaire, qui seraient pour effet de lier, finalement, si je vous comprends bien, là, l'ensemble des CPE. Est-ce que vous avez des suggestions d'une modification qui pourrait être apportée à l'article qui ferait en sorte, puis si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous pourriez nous l'envoyer plus tard, pour faire en sorte que ça va respecter finalement la structure qui est à l'effet que chaque CPE, au fond, est un employeur et donc chaque CPE
a son unité d'accréditation syndicale. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, un peu ce qui était expliqué précédemment, à chaque début de négociation, c'est ce qu'on fait. On s'assoit avec le gouvernement, les employeurs, on définit quelles matières sont négociées à l'ensemble des tables et les CPE décident qui se joint à la table. Donc, ce qu'on souhaite, c'est une clarification qui va nous permettre de respecter ce modèle de négociation-là. Donc, on ne l'a pas nécessairement sous la main. Oui, effectivement, on pourrait faire parvenir un élément. C'est déjà notre pratique actuelle dans le réseau depuis l'avènement de la table nationale, qui est quand même plutôt récente, en fait. On est un jeune réseau, donc on n'est pas aussi expérimenté, j'ai envie, au niveau de la table nationale, mais notre volonté, c'est de respecter cette façon de faire. Et donc, ça permet aussi de respecter votre réalité, finalement, dans l'ensemble des régions du Québec. Oui, effectivement. J'écoutais mon collègue enseignant, mais l'affectation, c'est un exemple. Dans un CPE à Montréal, dans un CPE à Québec, en Estrie, en Abitibi, c'est des réalités complètement différentes. Donc, c'est important de respecter là, cette couleur locale-là qui permet d'avoir des services différents selon nos besoins. Et pouvez-vous nous en parler davantage de votre réalité? Tout à l'heure, oui, effectivement, monsieur parlait d'affectation, puis je vous entendais très bien. Je comprends que ça peut être aussi un enjeu pour vous. Et comment le projet de loi, finalement, pourrait vous créer des embûches à ce niveau-là? En fait, à ce moment-ci, on souhaite une clarification puisque le texte étant tellement large qu'on a ce sentiment d'être amené dans un modèle plus nationalisé. Donc, une clarification qui nous permet de respecter ces éléments-là. Donc, dans nos recommandations, d'ailleurs, on mentionne d'ajouter que les matières sont entendues entre les parties. Donc, on prend toujours quelques mois avant la date de négociation pour justement établir ces parties-là. Donc, c'est de clarifier cet élément-là. C'est intéressant au niveau des matières locales parce que ça amène justement des gens à se concerter. Puis souvent, quand on fait la négociation au niveau national, on a des enjeux qui sont très, très larges, mais quand on est vraiment au niveau local, on est capable de traiter les enjeux qui sont très particuliers à un milieu. Et ça nous permet justement d'avoir un processus de concertation et de négociation qui est simple et qui amène justement des solutions qui sont régionales. Puis présentement, là, dans le projet de loi, là, on n'a pas encore compris très bien pourquoi on devait éliminer le processus local qui, finalement, simplifie le national. Alors, c'est un processus qui fonctionne bien. Dans les dernières années, là, dans les 10 dernières années, là, presque toutes les conventions locales ont été renégociées. On en a eu 9 dans les 5 dernières années, quand on considère qu'on avait 2 négociations nationales puis une pandémie qui nous ont tombé dessus. Présentement, 13 conventions collectives sont en négociation, puis plusieurs syndicats attendent de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le projet de loi 100 pour savoir si ça vaut la peine de se lancer en négociation. Alors, presque toutes nos organisations, les centres de services scolaires et les syndicats sont en négociation. Et une négociation locale, c'est compliqué, mais ça marche. Ça donne des résultats et ça donne une belle concertation dans les milieux. Et on le sait qu'en termes d'implication et d'engagement, un employé va être beaucoup plus engagé quand il peut influencer son milieu de travail. Bien, c'est à ça que ça sert des niveaux locaux. Puis, j'ajouterais juste, là, après ce que mes collègues viennent de mentionner, qu'on a fait l'effort, je pense, à travers notre mémoire, de trouver un équilibre. C'est-à-dire de ne pas simplement se présenter ici en disant « statu quo ». Pas du tout. Ce qu'on a dit, c'est qu'il existe des endroits où les matières locales peuvent être amenées au national sans problème. On l'a nommé tantôt. Il existe un endroit où il faut s'assurer de le conserver puis d'avoir des distinctions. On l'a nommé avec nos collègues à la petite enfance, puis s'assurer qu'il n'y ait pas je ne vais pas dire un dérapage, mais avec le temps, que ça se perde. Et finalement, avec mes collègues profs, bien, on dit le juste milieu, c'est d'en garder certaines. Ayons cette discussion-là. Je pense que le travail a été fait justement pour respecter la volonté du gouvernement d'avoir, puis encore là, si c'est le cas, d'avoir une négociation le plus rapide possible, mais en respectant cet équilibre-là, cette volonté-là, avec des éléments, notamment personnel de soutien, personnel enseignant, qui fonctionnent, mais aussi pour nos autres catégories d'emploi, bien, de garder cette possibilité d'arrangements locaux-là qui est fort importante aussi, parce que les milieux sont différents, que vous soyez en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, grande région de Montréal, de Québec, etc. Et je comprends aussi qu'au niveau des centres de services scolaires, c'est le centre de services scolaires qui est aussi l'employeur.
Donc, si on fait le parallèle un peu avec les CPE, là, puis je comprends qu'il y a des éléments qui doivent être négociés, appelons-le, au national. Là. Mais c'est pour reprendre ce que vous disiez, l'enseignant ou la personne qui travaille pour un centre de service scolaire, c'est sûr que dans un premier temps, je pense que c'est un peu normal aussi, il va s'identifier d'abord à son centre de service scolaire plutôt que de viser le conseil du Trésor. Là. Alors, ce que Mme disait tout à l'heure, ça pourrait autant s'appliquer, par exemple, aux enseignants qui, eux, sont à l'emploi des centres de service scolaire. Tout à fait. Je pense que c'est important de garder ce niveau-là de négociation parce que, je vous le disais tout à l'heure, en termes d'engagement, là, les gens vont s'engager beaucoup plus s'ils sont capables de modifier. Puis quand c'est négocié au niveau local, là, c'est facile pour une organisation locale d'expliquer aux enseignants pourquoi c'est comme ça. Parce que la négociation, le compromis, etc., quand c'est au niveau national, c'est beaucoup plus difficile. On pense que on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs changements dans la loi qui sont tout à fait judicieux puis qu'on pense que c'est une bonne idée, mais ça serait important de maintenir le niveau local d'une certaine façon, avec certaines matières, parce que ça donne des résultats concrets sur le terrain. Les gens ils vont s'identifier, vont s'impliquer, vont s'engager dans leur travail beaucoup plus s'ils sont capables de modifier, d'avoir leurs couleurs à eux. Puis je pense que c'est vrai pour les employés et c'est vrai aussi pour les employeurs, parce qu'on a un drôle de régime. Hein? On négocie avec le gouvernement, mais le gouvernement n'est pas notre employeur, c'est le centre de service scolaire. Bon, on comprend les enjeux monétaires puis tout ça, là. On ne remet pas en question la structure, mais ça serait bien de garder cette relation-là avec l'employeur, avec le centre de service scolaire, parce que ça permet justement de garder une certaine proximité. Il ne faut pas perdre cette expertise-là qui existe présentement dans les milieux. Les syndicats puis les centres de services scolaires qui ont l'habitude de négocier ensemble, de ne pas perdre cette expertise-là, parce que si on la perd, parce que quand le balancier reviendra vers le milieu où on voudra plus décentraliser, il faudra qu'on soit capable de reconstruire des bases de négociation. Et peut-être pour ajouter, là, oui, en lien avec l'importance de s'occuper du local, hein, je vais l'appeler comme ça, là, parce qu'à un moment donné, on se perd à travers avec les termes. Tu sais, loin de nous l'idée de s'immiscer dans l'organisation du gouvernement, là, mais un des éléments, si là-dessus on convient que discuter avec l'employeur direct, qui est le centre de service, bien, c'est aussi vrai qu'on se retrouve à des tables sectorielles de s'assurer que dans la nouvelle mouture, il y a des gens qui connaissent le milieu, parce qu'on sait que ce que ça vient faire, le projet de loi, vient enlever complètement mettre de côté les CPN, donc les comités patronales de négociation. Comme je le dis, ça appartient bien sûr, l'organisation appartient aux collègues du Trésor et du gouvernement, mais il faudra s'assurer, c'est une de nos recommandations, c'est la recommandation 3, qu'il y a des gens qui connaissent le milieu. Parce que quand je parle notamment à mes collègues du collégial, qui disent unilatéralement, attention, le collégial, c'est un milieu qui gagne à être connu, et c'est difficile de trouver l'expertise, et on ne pense pas qu'au niveau notamment du Conseil du Trésor, on l'est. Donc, il faudra s'assurer que même si on décide de mettre de côté les CPN, que ça soit là. Et qui parle de connaître le milieu, c'est aussi notre recommandation 4, parce que le Nord, il faut s'assurer de connaître le milieu, donc il faudra s'assurer d'avoir un encadrement, parce que ça perdure, ça dure 30 mois, 36 mois. Donc, ça aussi, quand on parle de connaître les milieux, là, il y a toutes sortes de façons de le faire, puis c'est ce qui est proposé dans notre mémoire. Merci. En fait, vous avez même devancé un peu une... Je suis désolé. Non, au contraire, c'est parfait. C'est parfait. Et ça, puis je comprends que la partie patronale s'organise entre elles, mais on a entendu clairement aussi la Fédération des cégeps qui sont venus nous parler, parce qu'effectivement, dans la loi actuelle, il y a des CPN qui traitent, entre autres, des cégeps, des centres de services scolaires, puis dans le projet de loi, c'est comme, oups, disparu. Je vous entends bien. Et à ce niveau-là, je comprends que vous nous dites qu'il faut absolument garder une expertise du terrain pour que, évidemment, ce qui va être négocié puisse s'appliquer d'une façon qui est logique, là, puis qui est applicable. On se comprend? Absolument. Et là-dedans, bien, on veut nommer des gens, on ne dit pas comment, qui, etc. Alors, sans s'immiscer dans cette organisation-là, je pense quand même que c'est important de le nommer. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, merci à vous tous pour votre précieuse participation à nos travaux ce matin. Sur ce, compte tenu de l'heure, nous allons mais suspendre nos travaux quelques instants. Alors, chers amis, nous voilà maintenant en présence de représentants de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec,
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus parmi nous. Heureux de vous recevoir. Vous disposez 10 minutes afin de faire votre présentation. Merci. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Julie Bouchard, présidente de la FIC, et je suis accompagnée de mon collègue Jérôme Rousseau, vice-président à l'Organisation du travail et à la négociation. Avec nous aujourd'hui aussi Marc-André Courchaine et Amélie Séguin, conseillers et conseillères à la FIC. D'abord, merci pour ces audiences. La négociation collective, c'est un dossier extrêmement important et c'est avec un grand plaisir que nous participons à ces consultations sur la réforme du régime de négociation dans le secteur public. Avant d'entrer au cœur du sujet, je tiens à souligner l'écoute dont a fait preuve la ministre et son équipe. Les consultations en amont et les échanges pour s'assurer d'une compréhension commune ont été très appréciés et ont, à notre avis, permis d'avoir un projet de loi qui a répondu à plusieurs de nos attentes. D'ailleurs, son collègue pourrait prendre exemple quand il s'agit du respect du droit d'association et de la santé et sécurité des femmes. Bref, PL 100, c'est une réforme très attendue. Soulignons d'abord ce qui pour nous représente les bons coups de ce projet de loi. Nous sommes très contentes que les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques, 2 types d'emploi qu'on représente depuis plus de 20 ans, demeurent dans la même catégorie avec les infirmières et les infirmières auxiliaires. La FIC, c'est une grande famille et c'est plus de 11 493 personnes qui avaient signé une pétition en 2024 pour conserver le caractère représentatif de la catégorie 1 des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires. Aujourd'hui, on sent que ces personnes ont été entendues, qu'on a été entendues. Ensuite, on tient à reconnaître la main tendue du gouvernement concernant le maintien des accréditations syndicales. Il faut se concentrer sur les soins et non pas sur les changements de structure ad nauseam. L'arrivée de Santé Québec, c'est un énorme changement dans le réseau de la santé et forcer des fusions d'accréditation syndicale aurait entraîné un chaos non nécessaire dans un contexte déjà très turbulent. En terminant, et avant de laisser mon collègue vous partager également quelques éléments, je tiens à souligner 2 sujets importants. D'abord, l'ancienneté. On souligne que le projet de loi vient clarifier l'application de l'ancienneté. C'est un sujet cher à nos membres qui touche à l'application de beaucoup de conditions de travail, mais surtout, on souligne l'inclusion des établissements du Grand Nord et des établissements privés conventionnés dans l'application de l'ancienneté. C'est important pour la FIC que l'ensemble des membres des différents types d'établissements se sentent inclus dans la réforme en cours. Et enfin, la FIC souligne l'abrogation de la loi 160. La grève des infirmières de 1989 et 1999 font tellement partie de notre histoire qu'on en parle encore 25 ans plus tard et qu'elles sont enseignées dans les cours d'histoire sur le syndicalisme au Québec. Les pénalités et amendes qu'ont subies nos collègues lors de ces grèves étaient une atteinte directe à la voix des femmes fortes et déterminées à soigner la population du Québec. Il était temps que cette loi soit abrogée. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Jérôme. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci à Julie. Julie incarnait le côté un peu plus sucré. Moi, je vais être un petit peu plus pimenté. Le projet de loi recentralise la négociation et nous le saluons. Depuis longtemps, nous dénoncions l'idée que les matières locales étaient négociées qu'une seule fois, sans pouvoir de négociation, sans date de fin et avec un mécanisme d'arbitrage truqué. Le retour au national est donc une bonne nouvelle, ne serait-ce pour la capacité de pouvoir renégocier les matières. Cependant, ça s'accompagne d'un risque qu'il faut gérer. Ce risque-là, c'est la centralisation excessive dans les mains d'une seule personne que la négociation pourrait avoir. En effet, le projet de loi offre la possibilité à n'importe quel président ou présidente du Conseil du Trésor de contrôler la négociation de l'ensemble des matières et des conditions de travail. Nous avons bien entendu les acteurs actuels dire que ce n'est pas l'intention, c'est bien reçu. Mais nous ne pouvons présumer des intentions des futurs présidents du Conseil du Trésor. La réalité avec laquelle il faut composer, c'est que le projet de loi permette cette centralisation qui pourrait être excessive. Dans le but de tenir compte de ce risque-là, sans changer l'essence de la réforme du régime de négociation, nous proposons de clarifier le rôle et le pouvoir des employeurs et des syndicats locaux. Nous proposons principalement 2 choses sur cette question. Nous souhaitons d'abord que les négociations nationales
La FIC et le gouvernement aient l'obligation, pas seulement la possibilité, mais l'obligation de prévoir certains sujets pouvant faire preuve d'arrangements locaux. Et non pas d'entente particulière, j'y reviendrai un peu plus tard. Le projet de loi précise la possibilité que les parties prévoient ce genre d'entente, mais rien ne l'oblige. Nous souhaitons qu'il y ait une obligation, qu'un espace soit prévu pour les acteurs locaux. Ce serait cohérent avec le maintien des accréditations locales précédemment mentionnées par ma collègue. Le deuxième élément de discussion sur ce volet, c'est que la FIC propose l'utilisation du terme « arrangements locaux » plutôt qu'entente particulière. Ce changement nous semble essentiel, premièrement pour éviter l'utilisation de l'expression « entente particulière », alors que dans le jargon des relations de travail dans le réseau de la santé, « entente particulière » réfère déjà à une autre pratique. Les termes « arrangements locaux » sont beaucoup plus appropriés parce qu'ils réfèrent à une réalité déjà connue qui vise exactement ce que le projet de loi souhaite, soit créer un espace pour les modalités locales. Les termes arrangements locaux permettent aussi de clarifier que ce sont bien les acteurs locaux qui seront amenés à négocier ces modalités. À la lecture du projet de loi et des articles référents aux ententes particulières, il n'est pas clair si les parties de cette entente sont la FIC et le Conseil du Trésor, le ministère de la Santé, ou plutôt, par exemple, l'hôpital de Chicoutimi et le syndicat des professionnels en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bref, arrangements locaux convient beaucoup mieux à l'objectif du projet de loi. Pour votre indication, on réfère ici aux recommandations 2 et 3 de notre mémoire. Autre point essentiel, au-delà des recommandations qui sont faites dans notre mémoire et dont la Fédération souhaite faire mention aujourd'hui, c'est l'absence de directives claires concernant la structure de négociation patronale. L'abolition du comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, CPN3S, laisse un vide institutionnel auquel le projet de loi ne répond que partiellement. Bien que les articles 41 et suivants prévoient la création d'éventuels d'un comité de négociation patronale, les modalités concrètes de sa mise en place demeurent floues. La Fédération ne cherche nullement à s'ingérer dans les choix organisationnels du gouvernement, mais forte de l'expérience des 2 dernières rondes de négociation, elle souhaite exprimer une préoccupation légitime. Lorsque les négociations se déroulent avec des représentants éloignés du terrain, la mise en œuvre des ententes conclues devient laborieuse, voire compromise. Les employeurs locaux peuvent, dans certains cas, freiner ou retarder l'application des mesures négociées, faute d'adhésion ou de compréhension. Et nous sommes toujours en attente de voir comment Santé Québec va s'organiser. Depuis 2 négociations, nous avons beaucoup de difficultés à faire déployer les mesures que nous avons négociées et le gouvernement est bien au fait de la situation. Pour nous, c'est inacceptable comme état de fait et ça jette un discrédit sur les acteurs de la négociation. Dans ce contexte, la FIC estime essentiel que les négociateurs patronaux soient des acteurs disposant de mandats clairs, capables de conclure des ententes et d'en assurer le déploiement effectif. C'est le point essentiel ici, être capable d'imposer le déploiement. Cette équipe doit être aussi composée de personnes possédant une connaissance et une compréhension des enjeux en soins infirmiers et cardio-respiratoires. Considérant la nouvelle configuration du réseau québécois de la santé, où la quasi-totalité des professionnels en soins relèvent désormais du même employeur, la Fédération juge incontournable la participation de Santé Québec à la table de négociation. Cette implication permettrait d'assurer une meilleure cohérence entre les ententes négociées et leur implantation sur le terrain, au bénéfice des travailleuses, mais surtout à terme pour bénéficier à la population du Québec. Merci. Merci à vous. Alors, je cède maintenant la parole à la présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup de cette présentation. Donc, beaucoup de choses, mais je vais profiter du fait que on a entendu aussi quelques représentants du secteur, plus du réseau de l'éducation, du collégial, de l'ensemble. Je vais profiter du fait que vous êtes exclusivement dans le réseau de la santé par la représentation des membres que vous avez, peut-être pour en discuter un peu plus de cette partie-là, et pas parce que je fais fi du reste de vos recommandations, mais c'est parce qu'elles sont très bien comprises, mais je vais profiter de votre présence. Peut-être nous expliquer, je pense que c'est la FTQ qui a eu l'occasion de nous en parler également, quel est le bénéfice de revenir à 4 catégories plutôt qu'aux 6 qui étaient proposés par le projet de loi 15. On pourra discuter de d'autres aspects, mais peut-être nous expliquer en quoi, pour vous, c'est un bénéfice là, de revenir aux 4 catégories d'origine plutôt que les 6 ou les 2 nouvelles qui avaient été créées par le projet de loi 15, dans le secteur de la santé uniquement d'ailleurs.
Bien, en fait, le pourquoi c'était tellement important pour nous, c'est que depuis plus de 20 ans, on représente infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. Et nos titres d'emploi, nos champs de pratique sont similaires. Nous sommes une équipe de soins. Et le fait de dire, bien maintenant, inhalothérapeute, perfusionniste clinique, vous allez être dans d'autres catégories, c'était comme de diviser une famille. Une famille qui, avec le temps, s'est formée. Et on l'a vu justement avec la pétition là, qui a été déposée, à quel point c'est important de rester avec nous parce que les similarités sont importantes, parce que lorsqu'on parle d'organisation du travail, nous pouvons inclure les inhalothérapeutes et aussi les perfusionnistes cliniques à certains degrés d'implication dans l'organisation du travail. Et lorsqu'on parle de conditions de travail, on parle la même voix. Alors, pour nous, c'était un incontournable, c'était une nécessité absolue de revenir à une seule catégorie 1, incluant les 4 groupements de types d'emploi là, du départ. Et je compléterais aussi l'idée en termes de stabilité. On vit actuellement la 3e grande réforme dans le réseau de la santé. Et faire un changement de catégorie nous amène dans un contexte, notamment au terme des organisations syndicales, dans une période de maraudage. Et actuellement, ça aurait apporté beaucoup d'instabilité dans le réseau de la santé. Et donc, occuper les organisations syndicales plus à retourner vers elles-mêmes plutôt qu'être capable d'être en mode collaboration avec Santé Québec à résoudre les maux du système de santé qui sont, ma foi, très nombreux. Revenons peut-être à quelque chose qui touche plus l'ensemble des acteurs ciblés par le projet de loi 37, mais particulièrement les 2 grands réseaux. Les matières locales que nous allons ramener au national, plus particulièrement à la table sectorielle, on se comprend. J'y vois un bienfait, vous y voyez un bienfait, mais comme on est de 2 côtés de points de vue différents, j'aimerais ça que vous nous expliquiez pourquoi, pour vous, c'est important de... Et je comprends qu'il y a des nuances là, sur les arrangements ou les ententes particulières. Je comprends très bien, mais sur le principe général de pouvoir négocier, je vais le dire, au national, les matières locales, j'aimerais que vous nous entreteniez sur les bienfaits que vous y voyez. En fait, on vient de le vivre. Plus on connaît d'avance quels seront les sujets à la table de négociation, mieux c'est. Les 2 parties peuvent justement se préparer en conséquence. Donc, à la fois, l'idée de ramener les matières au national va permettre, je pense, aux 2 parties d'avoir la pleine possibilité d'être capable d'avoir les leviers de part et d'autre pour être capable de changer ou d'améliorer les choses. Donc, il y a, au moment où est-ce qu'on connaît justement ces matières-là, donc on fait une recommandation de le savoir plus tôt dans le processus pour que, justement, au point de vue d'organisation syndicale à la FIC, on soit en mesure de bien articuler et de bien consulter nos membres en amont sur quelles matières seront vraiment apportées à la table centrale. Et c'est ça. Oui, puis la capacité justement de renégocier, parce que ce qu'on a vécu depuis l'implantation des matières locales telles qu'on les connaît présentement, souvent, c'est des livres qu'on n'a pas retouchés, malheureusement, pour toutes sortes de reconsidérations, alors que cette fois-ci, à chaque période de négociation, les 2 parties vont être en mesure, clairement, d'aller revoir et toucher à l'ensemble des matières. Il y a 2... c'est pas unique, là, mais il y a 2 grands mouvements que le projet de loi fait pour se détacher de la loi 37. Le premier étant de ramener les matières locales au niveau national, à la table sectorielle. On maintient d'ailleurs au niveau national 2 endroits de négociation, c'est-à-dire la table dite centrale qui demeure, elle existe, elle est déjà là, mais qui demeure dans le giron, et la table sectorielle, mais ce sont 2 niveaux nationaux, si on veut, à ce sens-là. Vous parlez également de la possibilité de, je veux juste reprendre, le peuvent et le doivent. Là, votre recommandation numéro 2, modifier l'article 24 afin d'obliger les parties à déterminer des sujets à l'intention des intervenants locaux en replaçant le terme peuvent par doivent. L'intention actuelle, puis on l'a vu dans la dernière négociation, puis je pense que ça va de soi pour tout le monde, qu'il y a des matières présentement locales qui ont un intérêt stratégique pour tout le monde, tant les employés que l'employeur, et qui
vont dans l'organisation du travail et tout le monde est capable de comprendre, et je ne veux pas aller dans des détails de négociation parce que ce n'est pas les sujets, là, mais tout le monde est capable de comprendre que tant pour le gouvernement ou pour l'employé, l'ensemble de ces conditions de travail vont impacter son bien-être de la situation, autant les horaires, les organisations que le salaire. Donc, je pense que la logique d'avoir ces matières-là dans un ensemble de globalité, parce qu'elles peuvent s'influencer une sur l'autre, je pense que c'est bien établi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par remplacer le peuvent par doivent? Et quelle est votre crainte? Parce que l'objectif est d'avoir des balises nationales, mais de garder... Je comprends votre position sur le terme entente locale et arrangements locaux. Je n'irai pas là-dedans. Ça, c'est bien compris pour moi sur la confusion. Mais je vais garder le mot arrangement là, pour les fins de discussion ou modalité locale pour notre... Quelle est votre crainte? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et pourquoi vous dites que ça doit être un droit... Non, ça, je vais faire le contraire. C'est ça, mettre devoir au lieu de pouvoir. Donc, expliquez-moi bien, quelle est votre crainte dans la mécanique actuelle, puis avec peut-être un exemple concret, qu'est-ce que vous voulez faire par votre recommandation? En fait, l'idée, c'est on veut s'assurer qu'à terme, les conditions de travail aient une possibilité de s'adapter à une couleur locale. Donc, le doivent fait référence à on veut que les parties locales aient un espace pour être capable d'adapter lorsque le national va dire. Donc, à contrario, on ne veut pas que tout soit centralisé uniquement au national. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait vraiment une possibilité que les parties locales puissent adapter certains éléments. Puis, je tiens quand même à préciser, il y a 26 matières. On est conscient que ce n'est pas nécessairement les 26 matières qui vont être négociées au national. Il y a déjà des matières qui, naturellement, migrent vers une forme d'arrangements locaux, mais il faut quand même laisser, en fonction des discussions des partis, la possibilité aux partis locales d'adapter. Dans le fond, votre crainte, on verra à l'étude détaillée si cette crainte-là, elle est justifiée ou non, mais votre crainte, au moment où on se parle, c'est que l'entente nationale soit tellement précise et particulière là, dans ses détails qu'il y ait dans une matière X, peu de place pour un arrangement local ou une entente locale ou une modalité locale, là, on prendra pour une couleur locale, disons-le comme ça, alors que je comprends très bien que la réalité du centre-ville de Montréal n'est pas la même que la réalité de la Côte-Nord, je comprends, là. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il y aura, mais il y a aussi des sujets qui, malgré le fait qu'on laisse la possibilité, la couleur locale de transcender, qui vont de toute manière aboutir à la même place pour tout le monde. Là. Il y a des sujets qui n'ont pas de matière à matière locale, je veux dire comme ça, là, adaptation locale. Mais votre crainte, si je comprends bien, c'est que la négociation nationale soit tellement serrée et détaillée au final qu'il n'y ait pas de place pour de la couleur locale là où il devrait y en avoir. C'est ça votre... Tout à fait, tout à fait. Surtout, c'est le premier élément de mon introduction. Comme tout est remis entre les mains du président du Conseil du Trésor, c'est là qu'il pourrait avoir une forme d'hyper-contrôle. Donc, il faut s'assurer d'avoir une possibilité au local de pouvoir adapter. Ben, je vous rassure, ce n'est pas ça l'objectif du projet de loi. Et Dieu me garde, si je suis encore un jour dans cette position-là, de vouloir tout négocier, les 26 matières locales, on se comprend. Mais l'idée est de dire, OK, et moi, je vous lance la prémisse suivante. Ce qui est, pour moi, dit dans le projet de loi, c'est que les partis nationales devront négocier la matière locale. Bien, elle ne sera plus locale, elle va devenir nationale, mais on va la garder de même. Et pourront décider, les partis nationales, qu'il y a matière à espace pour un arrangement local ou non. La partie patronale, qui est le ministre sectoriel en l'occurrence, dans le cas que vous mentionnez, ça sera soit Santé Québec, soit le ministre de la Santé. La possibilité au ministre de la Santé de dire c'est Santé Québec qui négocie est dans le projet de loi. Ça ne vient pas déterminer l'interlocuteur en santé. Mais donc, on pourrait penser à une possibilité où le doivent laisse encore une fois l'espace à la négociation et de dire, disons, je suis ministre de la Santé, à titre d'exemple, vous êtes encore représentant de la FIC et qu'ensemble, on se mette d'accord sur une matière dite locale au moment où on se parle, que tout peut être réglé au national et qu'il n'y a pas de nécessité d'espace local. Et quand on met un doigt, on vient bloquer cette négociation-là. Quand on met un peu, cet espace-là doit être négocié. Je ne pourrais pas unilatéralement, comme ministre de la Santé, vous imposer pas d'espace dans la matière locale parce que je dois la négocier, cette matière-là. Donc,
vous êtes le gardien de cette couleur locale-là et de vous assurer qu'il y a un espace quand ça s'applique, naturellement, quand ça s'applique. Notre prétention, c'est que le droit ne s'applique pas à chacune des matières. Il est plus dans l'ensemble. On veut s'assurer que dans le cadre de la négociation, il y ait la possibilité de faire des arrangements locaux et non pas prendre matière par matière, de décortiquer une partie au national, une partie au local. OK. Donc, vous parlez du global. Si dans le global, je respecte le droit, vous dites que peut-être qu'on... Mais c'est parce que... J'imagine mal, par exemple, la question des uniformes et des vestiaires se négocier au national. C'est clairement, ça va être au local, cet élément. Naturellement, c'est l'exemple que je donne. Et il y a des situations inverses, notamment, qui seraient uniquement nationales. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas contre le fait qu'on négocie dans chacune des matières la possibilité d'avoir une couleur locale ou non, parce qu'on pourrait être d'accord de concert qu'une matière ne se prête pas à une couleur locale, de la même façon que on pourrait être d'accord de concert qu'une matière ne se prête pas à un enjeu national. Pris isolément, effectivement, on veut juste s'assurer qu'il y ait quand même certaines matières au local. OK. Bien, j'ai bien compris votre position. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous passe la parole. Alors, Madame la ministre, il reste 4 minutes à votre groupe parlementaire. Un collègue souhaite-t-il intervenir? Conséquemment, Monsieur le député de l'Acadie, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à vous, Madame Bouchard, Monsieur Rousseau, Monsieur Courchaine et Madame Séguin. Merci d'être là. Merci également pour votre mémoire. Dans votre secteur, dans l'ensemble, est-ce que je comprends que, au fond, vous négociez surtout avec un seul employeur qui est Santé Québec? Est-ce que ma compréhension est bonne? Ou si vous vous apparentez plus à ce qu'on a entendu précédemment, des cégeps ou des centres de services scolaires où là, chaque cégep est l'employeur. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, c'est sûr que depuis la réforme, Santé Québec regroupe maintenant la grande majorité de nos membres, mais on a aussi des membres au Nord, au Grand Nord, qui ne sont pas dans Santé Québec, mais qui font quand même partie du réseau de la santé et des établissements privés conventionnés, des CHSLD privés conventionnés. Et on représente une petite catégorie aussi de membres qui sont dans des établissements privés. Donc, on est exclusivement dans le réseau de la santé, privé et public, mais la très grande majorité de nos membres sont au public. D'accord. Donc, je comprends que vous ne négociez pas, par exemple, avec chaque CIUS, là, mais c'est avec Santé Québec dans son ensemble. Présentement, les dispositions locales se négocient avec chacun des établissements dans chacun des CIUS. Donc, actuellement, à la FIC, on a une négociation nationale et on a à piloter au minimum 23 négociations locales qu'on appelle pour négocier les conventions collectives locales. Et le projet de loi actuel, est-ce qu'il va venir changer ça? Oui, bien, c'est sûr qu'à terme, en fait, en rapatriant les dispositions locales au niveau national, bien, là, on va se retrouver à avoir une seule et grande négociation qui inclut à la fois les matières qu'on connaissait comme étant nationales et locales. Et on va revenir, en fait, un peu comme on a connu dans le début des années 2000. Je vais sortir mon exemple. À une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, c'était une seule convention qu'on avait dans le réseau de la santé. Mais depuis la réforme Barrette, où est-ce qu'on est venu diviser la convention en 2 volets, un niveau national et un niveau local. OK. Et est-ce qu'il y a des enjeux, des empêchements, des défis particuliers que vous vivez actuellement que le projet de loi va venir corriger? Ça fait un petit peu partie de nos craintes, en fait, dont l'échange qu'il y avait tantôt, c'était de s'assurer que la réalité locale soit respectée, parce que c'est pas en centralisant tout qu'on peut dire que tout le monde maintenant fonctionne pareil. Parce que, bon, quand on parle des grandes villes, on prend Montréal, où ils ont une réalité totalement différente, peut-être des régions plus éloignées. Il y a certaines conditions de travail que l'on doit négocier qui ne peuvent pas être mises en place de la même manière d'un endroit à l'autre, que ce soit pour la distance à parcourir, que ce soit les unités de soins qui sont différentes, que ce soit la clientèle également, là, qui peut être différente d'un endroit à l'autre. Donc, c'est ce qui nous inquiétait. Alors, nous, ce qui est important, c'est que oui, la négociation, parce que ça faisait partie aussi d'une demande qu'on avait, que le local revienne au national et que cette couleur-là locale puisse
encore reflétée parce qu'elle est essentielle pour le réseau de la santé publique, mais aussi pour la population et les travailleuses et les travailleurs qui sont là. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Si, par exemple, on parle des affectations ou un changement d'hôpital, je peux comprendre que c'est peut-être pas toujours idéal, mais ça arrive. Il y a des gens qui changent d'hôpitaux, des coupures de postes, ça peut arriver, etc. Ils se ramassent dans d'autres secteurs. Au niveau de la géographie, par exemple, entre l'hôpital Jean Talon ou l'hôpital Fleury à Montréal, c'est pas trop loin. Entre l'hôpital de Sept-Îles ou celui de Bécomo, c'est une autre paire de manches, on s'entend. Donc, au fond, si je vous comprends bien, vous voulez vous assurer que ces éléments-là, il va toujours y avoir une réalité régionale qui va être sauvegardée. Et là, je comprends qu'avec le projet de loi actuel, théoriquement, ça pourrait disparaître. Est-ce qu'on s'entend? Ou Effectivement, il y aurait un risque, en fait, si on devait tenter d'uniformiser à outrance les règles, par exemple, en cas de supplantation, quel territoire on peut redéployer quelqu'un. Effectivement, le Québec est grand, donc il faut s'assurer absolument de tenir en compte cette réalité-là. C'est ce que, par exemple, les arrangements locaux, ou à tout le moins au niveau national, s'ils n'en ont pas tenu compte, au niveau local, qu'ils puissent s'assurer d'en tenir compte. J'ai deux questions plus spécifiques en lien avec le projet de loi. Je ne crois pas que vous en ayez parlé dans votre mémoire, mais à l'article 12 du projet de loi, il est écrit que le Conseil du Trésor peut coordonner toute procédure concernant la présente loi ou les relations de travail chez un employeur lié par des conditions de travail requérant une coordination nationale. Ce que je comprends de ça, c'est que le Conseil du Trésor pourrait finalement intervenir dans des litiges ou dans du règlement de griefs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qu'il y ait cette centralisation-là ou pas? Ou y avez-vous réfléchi ou pas? Sinon, c'est possible, ça fait possible que vous n'y ayez pas réfléchi. Dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement nous faire part de vos commentaires, mais je vous le souligne parce qu'il y a d'autres groupes qui l'ont soulevé. Alors, je voulais attirer votre attention là-dessus. Peut-être que l'expérience qu'on a est peut-être un peu différente des autres syndicats, à voir avec eux. Mais nous, la réalité qu'on vit depuis 2 négociations, c'est une difficulté importante à déployer les choses qu'on négocie. Donc, on négocie avec le Conseil du Trésor, avec le ministère de la Santé, des mesures. Et le jour où on applique notre contrat de travail, les employeurs, localement, ont des difficultés à le déployer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se retourne vers les gens avec qui on a négocié pour tenter de forcer l'application. Et ce qu'on a observé depuis 2 négociations, c'est qu'il y avait des difficultés, entre autres pour le Conseil du Trésor, à réussir à imposer ce déploiement-là. Nous, ce qu'on comprend là, et c'est peut-être la raison pour laquelle ça nous a moins accrochés, c'est l'idée de dire, donnons les outils aux parties négociantes pour le lendemain de la signature de la convention collective, qu'on soit en mesure de déployer les mesures et que lorsque des employeurs sur le terrain sont plus récalcitrants, bien que la partie patronale ait les moyens d'imposer aussi les règlements. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vu et interprété. C'est peut-être pour ça que, selon notre expérience à nous, ça peut être différent des autres organisations syndicales. Je vous remercie, puis je comprends que dans votre cas, comme vous l'avez très bien expliqué, pas pour tous les syndiqués, mais pour une grande partie, vous faites directement affaire avec Santé Québec. OK, très bien. Je vous compris. L'autre élément aussi qui a soulevé, en tout cas, plusieurs discussions, c'est l'article 23, où on parle, quand il y a le dépôt des offres, de la possibilité de les rendre publiques. Le gouvernement nous dit que c'est pour augmenter la transparence, mais il y a d'autres experts qui sont venus en commission qui nous ont dit, vous savez, négocier sur la place publique, c'est peut-être pas le meilleur endroit, puis ça peut avoir un impact sur les négociations. C'est quoi votre position là-dessus? Une négociation ne devrait jamais se faire sur la place publique. Pour nous, à la Fédération, en fait, il y a une règle qui devrait être respectée à 100%, qui se trouve à être les consignes qu'on se donne à la table de négociation. Alors, quand on se dit à la table de négociation qu'il y a un document qui est déposé et que ça doit rester ici, à l'interne, pendant, je nomme un exemple, 3 heures de temps et par la suite, il y aura parution là, au niveau des médias, ça doit être respecté. Et non
15 minutes après, on est rendu sur les médias sociaux ou encore dans les médias traditionnels. Pour nous, c'est un non-sens. D'un, ce que ça fait, c'est que ça vient nuire à la négociation, puisqu'il y a plein de choses qui se disent qui sont complètement contraires aux paroles qui ont été mentionnées à la table de négociation. Alors, c'est zéro efficacité. Une négociation, ça doit se faire alentour d'une table avec les deux parties où chaque personne s'en tient aux consignes qui ont été établies dès le départ sur qu'est-ce qu'on fait avec les informations, on publie quand, et quoi de mieux qu'avoir une cohésion pour pouvoir faire avancer une négociation qui, au final, cette négociation-là est pour, dans notre cas à nous, les professionnels en soins, mais le but ultime est d'être en mesure de donner les meilleurs soins au Québec. Alors que quand tout part en vrille sur la place publique, ça ne sert personne, excepté peut-être quelques codes d'écoute. Je vous remercie. Je comprends que présentement, il y a quand même une espèce d'encadrement qui se fait avec le Code du travail où les gens négocient de bonne foi, mais cet article-là, pour vous, c'est pas nécessairement un plus. Ça ajoute rien. En fait, ça n'ajoute nécessairement pas grand-chose à la pratique. Parce que si on est à la table de négociation, comme Julie vient de le mentionner, et qu'une heure après, on est dans l'espace public à présenter le contenu sans nécessairement déposer le document, finalement, 5 jours ne change pas vraiment grand-chose. C'est plus la bonne foi des parties à la table de négociation, puis c'est un peu difficile d'encadrer la bonne foi. Je vous remercie. Avec votre permission, Monsieur le Président, ma collègue... Absolument, cher collègue. Il vous reste 6 minutes pour ce faire. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à tous. J'ai une question. Quand vous avez parlé d'ancienneté, vous avez parlé des établissements privés conventionnés. Ensuite, en réponse à une question, vous avez dit que, outre les membres qui vont relever finalement de l'employeur Santé Québec, il y a aussi ceux qui sont dans le Nord, les membres de l'AEPC, les employés de l'AEPC et aussi des établissements privés. Est-ce que vous avez aussi des membres dans les ressources intermédiaires ou c'est uniquement dans les AEPC? Dans les EPC? Dans les ressources intermédiaires, en fait, nos membres vont y travailler, mais c'est plus, par exemple, via les CLSC. Ce sont soit les infirmières ou des infirmières auxiliaires qui vont dispenser des soins directement dans les RI. Donc, ils sont employés de Santé Québec, mais ils vont déployer leurs soins et leurs services à travers Santé Québec. D'accord. Mais ce ne sont pas des membres, donc, qui sont employés par les RI. Okay, non, parfait. effectivement. Et puis, est-ce qu'il y a une difficulté de déploiement pour les membres qui sont au sein de ces plus petits employeurs? Notre plus gros enjeu, c'est souvent pour les établissements privés conventionnés parce qu'eux ont un mode de financement qui est complètement différent du réseau public. Donc, bien qu'on négocie au national les mêmes conditions, les mêmes éléments qui devraient normalement s'appliquer, à chaque fois qu'on réalise le déploiement, comme on est actuellement en train de le faire, dans les établissements privés conventionnés, ça reste toujours très difficile. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'ils soient capables de payer les conditions. C'est souvent ce que les employeurs nous opposent comme difficulté de recevoir l'argent qui vient avec les modalités qui ont été négociées. Je ne sais pas si vous avez pu voir ou entendre tout à l'heure la recommandation 4 de la CSQ pour ce qui est du Nord, parce que c'est long avant que les choses se terminent. Est-ce que vous avez le même enjeu? Est-ce que la demande, en fait, de la CSQ, c'était qu'on prévoit que les membres de chacun des comités des CPN aient l'obligation de s'entendre sur les mandats de négociation au plus tard 60 jours après qu'un règlement soit intervenu entre les parties de la même catégorie de personnel du Sud. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait dans votre cas ou pas du tout? Non, on n'a pas du tout le même enjeu parce que quand on négocie pour les gens dans le réseau de la santé, ça inclut aussi le Nord. Donc, ça se termine au même moment. Donc, on vit les mêmes périodes, incluant le Nord, que Santé Québec ici au Sud. Parfait. Puis, vous aviez aussi, à la page 13 de votre mémoire, la recommandation 5. Pour l'article 21, c'était de remplacer le délai de 180 jours par 300 jours. Il me semble que 300 jours, c'est presque une année complète. Pour moi, ça me semble très long, mais peut-être que vous pourriez nous...
La question est bonne, merci. En fait, comme organisation syndicale, le processus de négociation, nous, doit débuter très, très tôt parce qu'on doit consulter nos membres. On a 80 000 membres à consulter. Donc, plus tôt on sait sur quoi va porter la négociation, plus ça va être facile de cibler d'emblée la consultation qu'on va faire auprès de nos membres. On a déjà eu les échanges avec Mme Lebel à cet effet-là. On veut être capable de parler d'un sujet précis durant la négociation. Si on l'apprend à seulement 180 jours, bien à 180 jours, nous autres, notre projet de convention collective, il est déjà fait. Nos consultations sont déjà terminées. Donc, on a déjà en main nos priorités sur nos enjeux de négociation. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite l'avoir plus tôt pour être capable d'avoir une consultation qui soit vraiment axée sur quels vont être les sujets à la table de négociation pour qu'on soit efficace rendu dans le processus de négociation. Okay. Merci. Est-ce qu'il reste du temps, Monsieur le Président? 2 minutes, chers collègues. D'accord. Bien, dans ce cas-là, j'aimerais peut-être vous entendre sur votre recommandation qui concerne l'article 77, où vous proposez d'abroger le 3e alinéa de l'article 111.11 du Code du travail. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le bien fondé de cette recommandation? Oui, en fait, vous savez, annoncer une grève puis la réaliser dans le réseau de la santé, ça amène son lot de défis. Et actuellement, les règles nous dictent qu'il faut avoir terminé la grève pour être capable d'annoncer la suivante. Donc, on s'est retrouvé dans l'exemple passé où est-ce qu'entre la 2e et la 3e séquence de grève, on était prêt à annoncer puis d'aviser les employeurs dans le réseau que nos prochaines dates de grève mais la loi nous obligeait d'attendre que la dernière journée de grève soit réalisée pour produire les avis. Donc, en abrogeant ça, ça va faciliter, dans le fond, l'annonce aux employeurs des journées de grève. Et quelle est votre position sur le fait que le projet de loi va abroger la loi sur le maintien des services essentiels? En fait, c'est le retrait de la loi 160. En fait, effectivement, on est extrêmement soulagés. C'était une loi qui était extrêmement punitive envers les travailleurs du réseau. Donc, on est extrêmement content du retrait de cette loi-là. Merci. Est-ce que je pense Alors, que c'est terminé? Mesdames, Merci. Messieurs, merci beaucoup pour votre précieuse contribution à nos travaux. Alors, compte tenu de l'heure, nous allons ajourner... Non, c'est vrai, avant, je dois déposer les mémoires des organisations et des personnes qui n'ont pas été entendues, mais qui ont participé à nos travaux. Nous les remercions du reste. Et là, je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup. J'ajourne nos travaux sine die. À bientôt. C'est du latin. Je pensais que c'était de l'allemand, non?